Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle anecdote, je vous propose de nous retrouver au lit. Bon, alors attention, quand je dis au lit, au risque de vous décevoir, je veux parler en fait des lits des rois et des reines de France, pas du mien. En effet, on raconte souvent que les lits royaux étaient plus petits, ou en tout cas plutôt plus courts que nos lits actuels, et je me suis posé la question de savoir si c'était bien vrai, et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple. Alors une des premières affirmations que l'on entend et qui revient souvent au sujet des lits des rois et reines de France, c'est qu'ils étaient plus courts, tout simplement parce qu'on y dormait assis et non allongé. Alors, est-ce que c'était vraiment le cas? Eh bien en réalité, si on remonte au Moyen-Âge, on s'aperçoit que les habitudes médiévales semblent plutôt contredire cette explication. En effet, à cette époque-là, les médecins recommandaient de dormir allongé plutôt sur le côté même, pour des raisons de santé. Et si on en juge par les nombreuses illustrations et enluminures qui en témoignent, eh bien les gens du Moyen-Âge, comme les rois notamment, dormaient donc allongés. Finalement, dans ce cas-là, on peut imaginer que si la taille des lits était plus courte, c'est peut-être aussi parce que la taille des gens elles-mêmes était plus petite. D'ailleurs, je rappelle qu'ils mesuraient en moyenne une tête de moins que nous, donc vous voyez qu'on peut comprendre que les lits soient un peu plus rétrécis. En revanche, quand on avance dans le temps, il semble qu'on dormait bien assis à partir de la Renaissance, même si les historiens ne s'accordent pas tous rigoureusement là-dessus. Mais alors, pourquoi est-ce que d'un seul coup on décide de dormir assis? Eh bien en fait c'est simple, la position allongée c'était celle des défunts. Du coup, par superstition, on craignait d'attirer le mauvais œil ou même la mort si, pendant son sommeil, on adoptait cette même position. Ça peut paraître un peu étrange, voire naïf comme raison, mais sachez que cette superstition va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime quand même. Du coup, imaginez-vous qu'on a continué à dormir assis ou plutôt semi-allongé, surélevé par des édredons et des oreillers jusqu'à la Révolution, après cette Révolution, donc, on va définitivement dormir allongé comme nous le faisons aujourd'hui encore. Mais alors une question va se poser aussi ici, est-ce que le fait de dormir assis implique obligatoirement que les lits étaient raccourcis? Eh bien en réalité ce n'est pas si évident. En effet, déjà d'un point de vue plus pratique, à la Renaissance, comme sous l'Ancien Régime d'ailleurs, les gens étaient plus grands qu'au Moyen-Âge. Je vous rappelle par exemple que François Ier, comme Louis XV, mesurait 1,93 m et que Louis XIV faisait plus d'1,80 m. On imagine alors qu'il pouvait avoir besoin d'un lit adapté en termes de taille bien sûr, et que s'il désirait s'allonger par exemple, pour se reposer ou autre, eh bien il pouvait exiger d'avoir un lit à leur taille. Oui, parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il est quand même plus facile de s'adapter à un lit trop grand qu'à un lit trop petit. Enfin bref, si on considère que les histoires de taille des personnes ne sont pas si importantes pour la taille du lit, il faut savoir par ailleurs que ce lit justement était aussi un vrai symbole de pouvoir pour les souverains. En effet, plus que le trône, le lit du roi est le lieu de son pouvoir, et ce dès le Moyen-Âge. Dans ce sens, tout le monde se doit de s'incliner devant le lit royal, comme il devrait le faire devant le roi lui-même, et toute cette histoire de symbolique du pouvoir sera d'autant plus vraie à Versailles, puisque les cérémonies du lever et du coucher du roi vont rythmer la vie de cour, elle-même dirigée par les règles strictes de l'étiquette instaurées par Louis XIV. Vous voyez donc que le lit, la chambre, prend une importance toute particulière dans le pouvoir du roi. D'ailleurs, vous l'avez certainement déjà remarqué, mais à Versailles et dans les chambres des châteaux royaux, on trouve souvent une balustrade qui délimite le lit du roi, considéré comme un espace privé et surtout sacré, et le reste de la chambre, qui lui est un espace public réservé au commun des mortels. En réalité, seuls les domestiques et les intimes ou les invités privilégiés du souverain ont le droit de franchir cette balustrade. Vous comprendrez donc que le lit se doit d'être à l'image du monarque, c'est-à-dire en un mot grandiose, pour représenter justement tout ce pouvoir royal. On imagine donc mal un lit raccourci puisque pour marquer les esprits, ce lit doit être imposant, que ce soit en hauteur, en largeur ou même en longueur. Et puis pour marquer cette grandeur, encore une fois, le lit des rois se doit aussi d'être richement décoré. Comme à la Renaissance ou sous l'Ancien Régime par exemple, où le lit royal se fait souvent à baldaquin avec des colonnes de bois sculptées et des rideaux brodés. Alors ces rideaux brodés qui ont à la fois un rôle décoratif mais qui permettent aussi de garantir chaleur et intimité une fois qu'ils sont fermés. Le lit royal peut aussi s'agrémenter d'un dais, comme c'est le cas sur le lit de la reine à Versailles ou même à Fontainebleau. Alors le dais, vous savez, c'est cette sorte de toit ou de plateau en bois ou en tissu qui s'étend au-dessus du lit et sur lequel on peut trouver toutes sortes de décorations majestueuses, comme par exemple de grands bouquets de plumes, comme c'est le cas notamment sur le lit du roi et de la reine à Versailles. Ce dais, il va être placé au plus haut au-dessus du lit. En effet, il faut savoir que ce dais est aussi un signe de pouvoir et de statut social. De ce fait, chez les rois et les reines de France, il se doit d'être aussi large et long que le lit, tandis que pour le reste des nobles et des aristocrates, il se doit d'être plus petit et de ne jamais égaler la surface du lit lui-même. Finalement, après toutes ces observations, et si on réfléchit bien, on se dit que l'impression de petite taille des lits royaux tient sûrement plus d'une illusion d'optique que d'une réalité. En effet, la hauteur des colonnes, celle du dais et celle des plafonds des chambres de l'époque,
tout comme la taille surdimensionnée des têtes de lit ou encore le fait que les lits royaux soient surélevés et placés sur une estrade, eh bien tout ça peut donner l'impression qu'ils sont plus petits qu'ils ne le sont réellement. Enfin, si vous voulez en être certain, n'hésitez pas à demander à mesurer le lit du roi ou de la reine la prochaine fois que vous irez à Versailles. Vous me direz donc si cette explication fonctionne bien. En tout cas, je n'ai jamais osé pour le moment. Voilà, alors avant de refermer cette anecdote, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous saviez que le lit de la reine était toujours plus large que celui du roi? Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est lui le lit conjugal. En fait, seul le roi pouvait rejoindre la reine pour passer la nuit avec elle s'il le désirait, et donc ce lit, le lit de la reine, devait pouvoir accueillir 2 personnes. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à visiter mon blog lescarnetsdigor.fr et puis bien sûr à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour retrouver d'autres anecdotes, d'autres visites et je vous dis à très bientôt.